Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à tous et à toutes, je suis Héloïse Belay en direct de Radio Anthropocène et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission La chèvre et le chou. Comme vous le savez, les villes sont soumises à de nombreux bouleversements environnementaux. Pour y faire face, nous avons de plus en plus souvent recours aux solutions fondées sur la nature ou encore à la réhabilitation écologique, bref, à des processus qui se fondent sur le fonctionnement des écosystèmes pour proposer des solutions d'aménagement dites plus durables. Comme nous le dit très bien notre intervenante du jour, ces dispositifs mettent en lien des aménageurs publics et privés, des écologues, des naturalistes, des urbanistes, des paysagistes, des élus et techniciennes de collectivités territoriales aux prérogatives variées, mais aussi des citoyens et des citoyennes désireux et désireuses de s'impliquer à leur échelle et des associations. L'ensemble de ces acteurs mobilisent des régimes d'attention et de connaissances variés. Et si cela offre une diversité de points de vue et de savoirs, ils peuvent aussi avoir des représentations qui divergent de ce qu'est la biodiversité et de la place qu'elle doit occuper en ville. Julie Jameau, doctorante en anthropologie à l'Université Lyon 2, questionne alors ces différents points de vue ainsi que les manières dont ils s'expriment. Nous la recevons aujourd'hui. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre émission. Et dans un premier temps, comme d'habitude, j'aimerais que tu te présentes rapidement et que tu nous parles un peu plus en détail de ton sujet de thèse et de tes objectifs de recherche. Alors oui, moi je m'appelle donc Julie Jameau, je suis doctorante en deuxième année en anthropologie au laboratoire d'anthropologie des enjeux contemporains de Lyon 2 à Lyon. Et j'étudie le déploiement, la réception de solutions fondées sur la nature dans un grand programme de recherche interdisciplinaire où je suis la seule anthropologue parmi des microbiologistes et des hydrologues et des géographes et tout un tas d'autres disciplines. Et moi, j'étudie la manière dont le déploiement de ces solutions fondées sur la nature, ça transforme les modes de cohabitation entre les humains et la nature sauvage en ville. Et donc la manière dont les pratiques, les représentations de la nature urbaine se transforment actuellement. Et alors, justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est l'anthropologie ? Je pense que c'est une discipline qui ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est cette discipline ? À quoi ou à qui est-ce qu'elle s'intéresse ? Oui, discipline méconnue et puis peut-être un peu originale par rapport à beaucoup d'autres disciplines scientifiques. En gros, l'anthropologie, c'est étudier l'homme du point de vue social et culturel. Donc, on étudie les pratiques et les représentations des groupes sociaux qui nous intéressent, c'est-à-dire qu'est-ce que font les gens et dans quel schéma culturel ces pratiques elles s'inscrivent. Et pratiques et représentations se transforment tout le temps, perpétuellement. C'est une boucle sans fin. Et donc, on étudie ça. Comment les gens se représentent le monde, comment est-ce qu'ils agissent dans le monde. Donc, on peut tout étudier de l'humain en anthropologie, les pratiques alimentaires, funéraires, religieuses, politiques, économiques, etc., etc. Et moi, je fais de l'anthropologie de la nature, de l'anthropologie urbaine et de l'anthropologie des connaissances. C'est les trois grands champs qui structurent ma recherche. Et du coup, comment concrètement est-ce qu'on regarde ce que font les gens ? Quelles sont les méthodes notamment que toi, tu mobilises dans le cadre de ton travail ? Il y a une expression, je crois que c'est Clifford Geertz, qu'on nous apprend en licence d'anthropologie, que j'aime bien, qui représente bien ce que c'est pour moi. C'est qu'on nous dit que l'anthropologie, c'est essayer de lire une culture par-dessus l'épaule des personnes qui appartiennent à cette culture. Donc en fait, c'est l'idée d'essayer de se rapprocher du plus possible du point de vue des gens qu'on étudie, d'essayer de comprendre comment eux, à travers leur corps et leurs pensées, ils voient le monde. Comment est-ce qu'ils se le représentent ? Et donc, pour se rapprocher du point de vue, on doit essayer de se rapprocher de leur expérience et donc être en immersion dans les groupes qu'on prétend étudier et essayer de vivre le plus possible d'activités avec eux, de temps avec eux. On appelle ça l'observation participante, le fait d'aller participer à toutes ces situations sociales et en même temps de les observer, de les prendre en note. Donc moi, mon corpus de données, la base de mes analyses, en fait, c'est des descriptions très denses de situations sociales auxquelles je participe avec mes enquêtés. Donc je fais ça, de l'observation participante, et j'ai aussi un volet d'entretien semi-directif que je fais avec tous mes enquêtés et d'autres personnes que je rencontre, et puis un peu de dépouillage aussi de documents, mais c'est assez anecdotique. Ok. Et alors,
moi, ce que je me demande aussi, c'est les différents termes autour de ton sujet. En introduction, je parlais des solutions fondées sur la nature ou encore de la réhabilitation. Je sais qu'on peut parler aussi de la restauration écologique. Justement, que désignent ces termes? Est-ce qu'il y a des différences entre eux? En tout cas, toi, qu'est-ce que tu mobilises pour tes travaux et pourquoi en particulier ce mot peut-être plutôt qu'un autre ou pas? Oui, il y a plein de termes. Pour répondre très succinctement, réhabilitation écologique, c'est l'idée de restaurer des fonctions de certains écosystèmes pour pouvoir accueillir certaines espèces, à très très grossier. Hein. La restauration, au contraire, c'est essayer de revenir à un état de référence qu'on a décidé pour un écosystème, souvent avant une perturbation anthropique forte. Et les solutions fondées sur la nature, c'est un concept assez récent qui se veut une alternative au technosolutionnisme et qui dit aujourd'hui on a de très grands enjeux d'adaptation au changement climatique, notamment en milieu urbain. Et pour répondre à ces enjeux d'adaptation, on devrait peut-être miser sur les fonctionnements des écosystèmes. Donc par exemple, si je plante des arbres, que je recrée une mini-forêt ou que je recrée une zone humide, eh ben, à la fois, je vais pouvoir apporter de la fraîcheur, de l'ombrage ou aider à gérer les inondations, donc m'adapter au changement climatique. Et à la fois, j'apporte des bénéfices pour la conservation de la biodiversité. Et solutions fondées sur la nature, l'idée, c'est vraiment ça. C'est ce à la fois, ce en même temps, entre biodiversité et adaptation pour des besoins humains. Et ces termes, il y a aussi renaturation, réensauvagement, il y en a vraiment beaucoup. Et moi, c'est pas très structurant, c'est pas un enjeu fort pour ma recherche de les définir a priori, mais j'essaie de voir au contraire comment les acteurs de mon terrain ils les utilisent, qu'est-ce que ça veut dire pour eux et qu'est-ce que ça signifie d'utiliser tel terme plutôt que tel autre. D'accord. Donc oui, pour toi, c'est pas forcément structurant d'en utiliser un plutôt qu'un autre. Je ne sais pas lequel je mobiliserai au cours de la suite de l'interview, mais d'accord. Et alors justement, tu parlais d'observer comment est-ce que les acteurs mobilisent les différents termes, les concepts, ce qui se passe finalement entre eux sur le terrain. Quelle dynamique d'acteurs est-ce que toi, tu observes lors de ton travail ? Oui, alors peut-être pour préciser mes acteurs, du coup, c'est donc 2 associations. Je ne sais pas si tu veux que je les présente. Ah oui, carrément. Oui. La première association, c'est Des espèces par million, que vous connaissez bien, qui est une association de naturalistes créée en 2015 à Lyon. Et eux, ils ont 2 volets à leurs actions. En gros, ils essaient de préserver la biodiversité en milieu urbain, à la fois à travers des activités de sensibilisation, des inventaires participatifs, etc. Des moments où ils essaient de rendre la biodiversité visible, où ils essaient de sensibiliser les citadins à comment est-ce que la ville elle peut être vécue du point de vue d'autres vivants et de quoi ces vivants ils ont besoin pour s'épanouir en ville. Et ils ont aussi un volet d'action concrète. Ils vont creuser des mares, planter des haies, et ils vont aussi faire des grands chantiers sur l'espace public. Notamment, là, ils sont en train de restaurer écologiquement toute une partie des cours d'eau. Ils ont inventé un dispositif qui s'appelle Gabiodive, qui permet de refaire des ripisylves en centre-ville. On en a déjà bien parlé. Donc ça, c'est mon premier terrain. Et le second terrain, c'est Boom Forest, que vous connaissez bien aussi dans cette émission, qui fait des micro-forêts avec la méthode Miyawaki en milieu urbain. Donc des micro-forêts qui, en 2-3 ans, deviennent des bosquets impénétrables, que l'association présente vraiment comme des poches de nature sauvage en centre-ville. Donc c'est ces 2 terrains de recherche qui m'intéressent. Et du coup, donc, ce sont des bénévoles, des salariés de ces associations, mes acteurs de terrain. Et quand ils déploient ce genre de projet, ils sont en lien avec tout un tas d'autres personnes, avec la métropole, les techniciens, les élus, avec les villes, avec l'agence de l'eau, avec les voies navigables de France, avec des syndics de copropriété, avec des habitants, avec des citadins divers et variés, avec des comités de quartier, avec tout un tas de personnes, des écologues, des urbanistes, avec les architectes bâtiments de France, enfin avec à peu près tous les acteurs de la fabrique de la ville, quoi. Et alors oui, c'est vrai que du coup, Boom Forest et DEPL, on les connaît bien et on avait eu l'occasion de s'intéresser à une partie des actions, notamment de Boom Forest. Bon, DEPL, nous étions en partenariat avec eux pour l'émission. Et pourquoi est-ce que tu as choisi en particulier ces 2 associations donc voilà, au-delà des projets que tu as présentés, est-ce qu'il y avait une raison, puisqu'il y en a plusieurs sur le territoire de la métropole Quand j'ai construit mon sujet de thèse, c'était pour répondre à un appel de financement pour étudier les solutions fondées sur la nature. Et donc, comme je disais, je suis avec 12 autres doctorants et d'autres chercheurs qui sont dans d'autres disciplines.
Et quand j'ai regardé un peu ce qui se faisait autour des questions de solutions fondées sur la nature, donc cette idée de concilier une nature instrumentale qui répond à nos besoins et en même temps une nature qui a une valeur intrinsèque et qu'on doit conserver pour la biodiversité, quoi. Je trouvais qu'il y avait vraiment une approche très axée sur le premier point. La plupart des questions de mes co-doctorants, c'est dans quelle mesure les arbres sont-ils efficaces pour rafraîchir ? Dans quelle mesure c'est vraiment efficace tel ou tel sol et tel enrichissement de sol pour infiltrer de l'eau. Donc il y avait vraiment cette entrée besoin humain très forte. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'aller choisir des terrains de recherche qui permettent de rentrer avant tout par l'enjeu de conservation de la biodiversité, qui est vraiment prioritaire pour les 2 associations que je suis. Donc ça me permettait de décaler un peu le regard et d'aborder le sujet sous un nouvel angle. Et je trouvais ça intéressant aussi qu'ils entrent vraiment, non pas seulement par des dispositifs techniques, mais par l'enjeu de transformer nos manières de vivre en ville, la manière d'être citadin, citoyen, la manière d'aménager la ville. Enfin, ils engagent des transformations de posture, de manière d'être que je trouvais assez profondes et du coup intéressant pour réfléchir à comment le déploiement de ces solutions fondées sur la nature, ça peut bouleverser nos représentations de ce que c'est la nature dans la ville, quoi. Oui, c'est intéressant, ça me fait penser beaucoup aux travaux de Virginie Maris aussi sur la valeur instrumentale de la nature. Donc voilà, en effet, c'est intéressant d'avoir aussi ce regard et une autre entrée. Et alors, justement, tu nous parlais de tout un peu les types d'acteurs qui pouvaient être liés à ce type de projet. Est-ce que toi, tu observes certaines oppositions, ou au contraire, des acteurs qui, entre eux, vont avoir des points de vue qui convergent, voilà, des dynamiques ou des opinions quand il y a ce type de projet de réhabilitation écologique? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas des camps ou différents camps, mais c'est vraiment des continuums et puis un grand gradient où les gens se situent plus ou moins ici, plus ou moins là, et ça dépend des sujets. Et puis les camps ne sont pas non plus uniformes, hein. Mais pour caricaturer un peu, je vois qu'il y a différents points de tension, de négociation en tout cas, autour de comment on imagine la place de la nature dans la ville. Il y a une des choses auxquelles je pense tout de suite, c'est le côté dynamique et en perpétuelle évolution du vivant, qui ça questionne beaucoup dans une ville où on a une culture gestionnaire qui est très forte, où les projets urbains sont souvent abordés à travers une forme finale. Les associations que j'étudie, elles proposent des aménagements qui sont censés échapper au contrôle de l'humain, en quelque sorte. Ils retirent même des espaces de la ville aux usages humains pour en faire des espaces dédiés à l'expression des dynamiques naturelles. Donc la végétation va changer, il y aura peut-être des perturbations. Voilà, on ne va pas maîtriser ça, on ne sait pas à quoi ça ressemblera demain. Et pour eux, c'est une excellente chose, parce que la nature, c'est quelque chose qui bouge sans cesse. Et cette vision-là, vraiment dynamique, elle rencontre souvent une vision un peu plus fixiste et un peu plus, j'allais dire superficielle, mais ce n'est pas le bon mot, mais plus axée sur la forme, justement, de la nature en ville, qu'on retrouve parfois dans les collectivités. Et un autre point très important, un peu délicat de trop approfondir, parce que j'en suis pas à l'état de livrer mes résultats de recherche, mais ce que je trouve vraiment important, c'est les confiances qu'on met dans la capacité de la nature à s'adapter au réchauffement climatique ou en la capacité de l'humain d'adapter la nature et la ville au réchauffement climatique. Et en fait, là, il y a vraiment des différences de posture très fortes entre ceux qui vont être très interventionnistes, par exemple, qui vont aller faire le tour du monde pour chercher des essences d'arbres, qui vont adapter, cloner, transformer, mettre en pépinière et puis mettre en ville. Donc avec cette idée que l'humain a ce rôle de sélection, a ce rôle d'établir aujourd'hui un écosystème pour demain, et d'autres acteurs qui vont être beaucoup plus dans des approches de la nature a énormément de compétences, de capacités, et l'humain a tendance, lui, à se surestimer, et qui essaie de trouver d'autres manières d'être en relation, et beaucoup de la laisser faire, et de la laisser s'adapter, et de ne pas penser qu'en fait, ils doivent tout gérer. Donc là, c'est encore une fois quelque chose de très caricatural que j'ai livré, mais ça montre un petit peu les négociations et les tensions qui peuvent y avoir en jeu, et surtout les représentations qu'il y a derrière, que souvent on ne se verbalise pas du tout en ces termes. Et au-delà de ces représentations variées, est-ce que par contre, sur les objectifs de ces projets, est-ce qu'il y a des choses qui se retrouvent, peut-être que même si on n'a pas la même représentation de la place que doit avoir la nature en ville, peut-être qu'on a quand même le même objectif. Tu le disais tout à l'heure, on va mettre des arbres pour rafraîchir. Est-ce que sur ce point-là, on est plutôt en accord entre les différentes parties ou pas ?
Eh ben oui et non. Et c'est ça qui est passionnant. C'est qu'a priori, rafraîchir la ville, s'adapter au changement climatique, végétaliser, protéger la nature, la biodiversité, tout le monde est d'accord. Et tous les acteurs que j'étudie, ils œuvrent ensemble dans ce sens-là. Mais sur les modalités de comment on fait, de pourquoi on le fait exactement et de qu'est-ce que ça implique concrètement de le faire, c'est là qu'il y a beaucoup de divergences. Ok. Et alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Peut-être une dernière question pour finir. Je sais qu'on en a parlé ensemble tout à l'heure et que tu auras peut-être du mal à nous répondre en si peu de temps. Mais est-ce que ces projets que tu étudies, et je pense notamment à ce que tu évoquais avec l'association, que ce soit DEPL ou Boom Forest, en fait, est-ce que ces projets permettent de produire de nouveaux savoirs, que ce soit d'un côté pour la science, pour les acteurs du territoire ou même encore pour les habitants eux-mêmes? Oui, tout à fait. Alors oui, en effet, je vais en parler dans quelques mois, quand j'aurai fini de réfléchir là-dessus. Mais ce qui est super intéressant dans ce sujet, je trouve, c'est qu'en fait, tout le monde agit dans des contextes d'incertitude. On ne sait pas précisément ce que sera le réchauffement climatique demain. On ne sait pas précisément comment la faune, la flore, l'humain vont réagir. On ne sait pas tout ça, personne ne sait. Et on vit des situations qui sont très inédites. Et du coup, tous les acteurs marchent beaucoup sur le mode du test, de l'expérimentation, de l'observation, pour essayer de forger de nouveaux savoirs qui leur permettent de se positionner dans cette incertitude. Et pourtant, ils n'arrivent pas forcément aux mêmes conclusions, encore une fois. Mais oui. Oui, je trouve que c'est une très bonne réponse rapide, en effet. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces réponses intéressantes qui rappellent en effet à quel point aujourd'hui il peut être toujours difficile, et c'est pour ça que cette émission a vu le jour, de comment on arrive à concilier biodiversité et aménagement urbain. Et en effet, c'est tout un tas de points de vue, tout un tas d'enjeux, tout un tas de visions différentes, et je pense que moi-même aujourd'hui, en travaillant sur ces sujets, je n'aurai pas toujours le positionnement tranché peut-être nécessaire pour ce type de projet. Donc voilà, ça nous amène à beaucoup réfléchir à tout ça. Merci beaucoup, Julie. Merci. On se retrouve, je crois, l'année prochaine maintenant pour la prochaine émission de La Chèvre et le Chou. Et en attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de Radio Anthropocène. Merci à tous et à toutes. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.